Bonjour chers amis de l'église au milieu du village, bienvenue dans ce podcast où je reçois aujourd'hui Vanessa van der Lely et Diego Bischoff, respectivement présidente et vice-président de l'association Collectif Parents Suisse. Bonjour à vous deux. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous présenter le collectif Parents, comment il est né et quelles sont ses missions actuelles? Alors le collectif Parents Suisse s'est créé en début d'année 2021, en mars 2021, et il s'est créé pendant la crise Covid. En fait, on a été plusieurs mamans et quelques papas à se dire qu'on avait envie de créer un collectif pour protéger en fait l'intégrité physique et psychique des enfants pendant cette période, étant donné qu'il y avait beaucoup de mesures qui tombaient les unes après les autres vis-à-vis des enfants. Et puis, on a continué à défendre les enfants jusqu'à maintenant. Donc, ça fait 3 ans et demi maintenant. Et puis, on a mené différentes actions. On a beaucoup écrit aux autorités. Puis, depuis 2 ans, en fait, les sujets ont un peu évolué. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de parents qui s'interrogeaient et qui se faisaient du souci par rapport aux cours d'éducation sexuelle, au contenu des cours d'éducation sexuelle. Et puis, qui se faisaient du souci parce que leur enfant rentrait du cours, leur racontait des choses qui étaient assez surprenantes. Et puis, on a vraiment senti depuis 2 ans qu'il y a une espèce de mouvement qui va dans 2 directions, c'est-à-dire la sexualisation des enfants, une sexualisation précoce des enfants avec ces cours et avec d'autres contenus à l'école, et aussi des contenus en lien avec l'identité de genre, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Donc nous, on voulait rester focalisés avec le collectif sur tout ce qui concernait l'identité de genre et la sexualisation pour l'instant. Oui, et plus clairement, quels sont les problèmes avec les cours d'éducation sexuelle à l'école? Alors, le problème qu'on voit avec les cours d'éducation sexuelle, c'est qu'on est passé d'un contenu qu'on connaît tous, qui existait depuis des dizaines d'années, qui consistait à informer les enfants et les jeunes sur les généralités de la reproduction humaine, des objectifs de prévention, touche pas à mon corps pour le dire simplement, la prévention des grossesses précoces et de la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est le contenu avec lequel on est tout à fait d'accord. Et puis, ce que les parents ont signalé à Vanessa et à d'autres, c'est que les cours d'éducation sexuelle avaient maintenant un autre objet, en plus de l'objet que je viens de décrire, qui consistait on parle de sexualisation. Qu'est-ce que c'est la sexualisation? Ça consiste non pas à expliquer ce qu'est la reproduction humaine, mais c'est véritablement à représenter des actes sexuels, à expliquer la sexualité adulte de manière très explicite. Et ça, c'est le premier objet. Les médecins, les pédopsychologues, les pédopsychiatres sont tout à fait formels à ce sujet. C'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Lorsqu'on le fait, on commet ce qu'on appelle une effraction traumatique. C'est-à-dire qu'on évoque auprès d'enfants des réalités qu'à leur stade de développement, ils ne sont pas prêts à entendre et à encaisser. Un enfant immature ou un enfant qui n'est pas adolescent, on évoque ce que c'est la sexualité, ça porte atteinte à son psychisme. On est en train de violer la frontière de son intimité. Et ça provoque une atteinte à sa personnalité et même, je dirais, à son intégrité corporelle. Quand je dis « je dirais », c'est pas seulement « je dirais ». On s'est vu la semaine passée plusieurs fois avec des avocats qui travaillent internationalement sur ces questions. C'est quelque chose, c'est vraiment incontestable. Je dis pas que tous les enfants vont être atteints, mais il y en a beaucoup qui vont l'être. Enfin, en tout cas, un nombre significatif. Ça, c'est la première dérive qui a lieu dans ces cours d'éducation sexuelle. La deuxième, c'est le prosélytisme transgenre. Je dis. Vous voyez, on suggère aux enfants que, alors qu'ils sont des garçons ou des filles, ils pourraient être des filles ou des garçons. C'est l'idée, je suis un garçon ou une fille né dans le mauvais corps. Donc, on profite particulièrement à l'adolescence. À l'adolescence, il y a, comme on le sait tous, on est en recherche, il y a certaines hésitations, il y a une incertitude sur son identité, sur plusieurs plans d'ailleurs. Et je dirais les activistes de ce genre, disons, de démarche profitent de cet état de fragilité des jeunes pour leur suggérer d'entrer dans un processus d'adoption d'un autre genre. Là aussi, les médecins, la médecine est tout à fait claire là-dessus. Ce qu'on appelle la dysphorie de genre ou les hésitations sur le genre à l'adolescence, ça se traite par une prise en charge psychothérapeutique adéquate. En général, dans 90% des cas,
c'est réglé au bout de 6 mois. En revanche, si on encourage l'enfant, le jeune, si on maximise, on accentue son hésitation, au lieu de lui faire traverser une crise pour qu'il revienne, ou simplement qu'il reste ce qu'il est, un garçon ou une fille, on le pousse dans une voie très médicalisée et très dangereuse également, parce que les transitions de genre, comme on les appelle, s'accompagnent d'une prise d'hormones, de médicaments dont les effets, comme disent les médecins, iatrogènes, c'est-à-dire les effets néfastes, sont très violents. Et en plus, lorsqu'on va jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire qu'il y a des interventions chirurgicales, alors vous avez carrément des mutilations. Pour les filles, des ablations des seins. Pour les garçons et des filles, des interventions sur les organes génitaux, avec, en bout de course, des difficultés de reproduction ou carrément la stérilité. D'un point de vue médico-légal, c'est véritablement, c'est effrayant. Oui, puis d'un point de vue médical aussi, parce que simplement, la première chose qui est faite, c'est la prise d'hormones. En général, une prise d'hormones contraire, ça laisse des séquelles irrémédiables sur le corps. Les substances qui sont administrées à ces enfants, enfin à ces jeunes, ont des effets, par exemple, pour les filles, l'ostéoporose. On a aussi des ménopauses précoces, un retard dans le développement cérébral. Il y en a d'autres encore, mais c'est déjà massif. Oui, et puis j'ai envie de rajouter encore que les traitements hormonaux se prennent à vie. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête, en fait. Des personnes qui font transition et qui veulent continuer à être dans le genre opposé doivent continuer à prendre les traitements hormonaux tout le temps. Ils ne peuvent jamais s'arrêter. Si je peux rajouter encore un commentaire sur ce que vient de dire Vanessa, et là, je ne veux pas être polémique, mais c'est un propos critique sur l'affirmation de la transition de genre. Alors moi, je ne suis pas médecin, donc un médecin en parlerait mieux, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'appartenance sexuelle est une dimension génétique. La fabrique génétique, c'est-à-dire la cellule qui est codée XY ou XX, continue à fabriquer les enzymes, les hormones, la structure biochimique de la personne. Et en fait, les hormones, les substances qui sont administrées contrarient le fonctionnement natif de la cellule et de l'organisme. Donc en fait, en permanence, c'est pour ça que Vanessa disait à juste titre, il faut les prendre à vie, parce qu'à vie, il faut contrarier la nature. C'est intéressant parce que pourtant je me penche depuis longtemps sur la question. J'avais jamais pensé à ça et je l'avais jamais compris d'un médecin. Donc je pense que le fait que tu sois pas médecin, tu me l'as expliqué beaucoup mieux que si tu l'étais. Je m'empresse de dire que ce que je viens de dire, je le tiens de médecin, puisque on a de la chance de travailler avec des spécialistes. Ça nous a été dit et répété maintes fois. Moi, ce que j'aimerais rajouter également, c'est que ce qui est revenu le plus souvent des témoignages des parents qu'on a eus depuis 2 ans, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont allés aux séances d'information, qui sont données dans les différents cantons romans pour informer les parents sur le contenu des cours. Et ensuite, leur enfant a eu le cours. Souvent, la date n'est pas donnée. Je crois même que c'est un principe. En général, dans n'importe quel canton, les dates ne sont pas données aux parents, alors que pour n'importe quelle sortie, si on prend d'autres exemples pour aller au théâtre, concert, etc., les parents reçoivent une circulaire en général qu'ils doivent signer ou autre. Mais pour les cours d'éducation sexuelle, c'est pas le cas. Et en fait, l'enfant qui était surpris, des fois en colère, etc., qui rentrait du cours et qui osait parler à ses parents, disait à ses parents ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait vu. Et en fait, les parents étaient super surpris parce que ça correspondait pas à ce que eux avaient eu en séance d'information. Entre autres, des contenus d'ordre sexuel, déjà à partir de 9 ans, par exemple, qu'on leur parlait vraiment de sexualité active avec différentes façons de faire, ou justement des questions qui concernaient l'identité de genre. Est-ce que vous vous sentez bien dans le bon corps? Est-ce que les garçons, vous vous sentez bien dans votre corps de garçon et vice-versa? Et voilà. Et c'est ça, en fait, qui a mis beaucoup de parents en colère, parce qu'ils se sont dit, mais en fait, on ne nous dit pas exactement ce qui se passe dans le cours. Et j'ai envie d'ajouter encore une autre chose, c'est que quand les parents sont proactifs et demandent aux structures qui donnent le cours, parce que c'est encore une chose qu'il faut ajouter, c'est que c'est pas
les enseignants. C'est pas une personne de confiance qui va donner le cours à l'enfant, c'est une personne inconnue qui arrive dans la classe, que les enfants n'ont jamais vu et qui va donner ce cours. Alors, il y a différentes structures dans chaque canton qui s'occupent de ça. Et quand les parents les interpellent pour dire on aimerait avoir le contenu du cours, savoir ce que vous allez dire à nos enfants précisément, on ne reçoit aucune réponse. On n'obtient aucun document précis de ce qui est donné comme contenu aux enfants. Sur ce que vient de dire Vanessa, il y a aussi une dimension qui est très claire, qui est pour les enfants. Et ça, c'est un pédopsychologue qui l'a dit et répété, notamment devant une commission parlementaire qui nous a entendus au mois de juillet dernier, si je me souviens bien, c'est que lorsqu'il est question de sexualité, la sexualité se découvre au fur et à mesure du développement de l'existence. C'est ce que disait donc Nino Rizzo, le pédopsychologue qui nous en parlait. Ça se découvre entre pairs, enfin, ça s'évoque entre pairs, c'est-à-dire entre gens du même âge, c'est-à-dire le même groupe social. Lorsque c'est un adulte qui intervient auprès, l'adulte peut intervenir pour expliquer ce que j'appelle les généralités sur la reproduction. Mais lorsqu'on aborde la question, disons, de manière sensible, et comme on se souvient de notre propre parcours, c'est quoi les garçons, c'est quoi les filles, etc., puis on en parle entre copains. Et là, ça va, c'est humain, c'est normal. Lorsque c'est un intervenant, une intervenante que les enfants ne connaissent pas, c'est totalement inadéquat. Enfin, c'est plus qu'inadéquat, c'est vraiment mauvais. Et on a eu les cas extrêmes de certains enfants qui ont demandé expressément à quitter la classe quand ils ont compris que ce cours allait être donné et que l'on n'a pas autorisé à quitter la classe, qui ont dû rester dans la classe pendant le cours. Il y a eu plusieurs cas. Oui, et moi ce que je comprends pas, c'est que on dit que les cours d'éducation sexuelle sont basés sur les standards de l'OMS, mais l'OMS est là pour la santé. Que vient faire l'OMS là-dedans ? L'OMS est une pièce très importante du dispositif. L'OMS est l'acronyme d'Organisation mondiale de la santé. Lorsque tout un chacun, monsieur, madame, tout le monde en entend parler, on dit l'Organisation mondiale de la santé, voilà, c'est impressionnant, c'est mondial. Et puis, deux, c'est bon parce que c'est de la santé. Alors, je ne veux pas critiquer l'OMS dans toutes ses actions, dans toutes ses dimensions, mais en l'occurrence, la démarche, les contenus qu'elle promeut à l'égard de la jeunesse n'ont rien à voir avec la santé des enfants. Il faut le comprendre. C'est difficile à accepter pour les raisons que j'ai dites. C'est un organe international, mais pour les spécialistes, c'est tout à fait clair. La religion de l'OMS en matière d'éducation sexuelle pour les enfants n'est pas favorable au développement des enfants. Alors, en parcourant le site internet collectifparents.ch, j'ai découvert qu'il y avait un questionnaire à l'intention des parents. Et je voudrais savoir quel est le but de ce questionnaire. Alors, la démarche qu'on a suivie est une démarche vraiment c'est tout à fait simple. Ça ressemble, si on veut, pour prendre une image journalistique, c'est un peu le micro-trottoir. C'est interroger, c'est sonder la population, disons les gens qui nous suivent, pour recueillir leur avis sur les cours d'éducation sexuelle. Un, c'est de savoir s'ils connaissent le contenu, et deux, que ces gens se déterminent sur des questions spécifiques qui sont abordées pendant les cours d'éducation sexuelle. Donc il y a la première question consiste à dire contenu des cours d'éducation sexuelle en Suisse romande. Connaissez-vous le contenu exact des cours d'éducation sexuelle en Suisse romande? Oui, je le connais, je pense le connaître. Non, je ne le connais pas. C'est une approche tout à fait générale. C'est pas scientifique. On a pris soin quand même de refléter le plus exactement possible, notamment les recommandations ou le contenu des cours tel que le préconise l'OMS. C'était le but. On a senti que ça dérangeait. Dans ces questions de nouvelles éducation sexuelle, c'est une approche top-down. Ça vient d'en haut et ça doit descendre dans la populace et il ne faut pas discuter. Alors quand des organisations comme la nôtre se donnent la peine de recueillir l'avis de la population, alors là, ça dérange vraiment beaucoup. Ah, mais moi j'aime quand ça dérange. Alors à ce jour, vous avez reçu combien de réponses ? Alors à ce jour, nous avons 1780 réponses à notre questionnaire. D'accord, et sur combien vous en espériez ? Le plus possible, si on peut aller jusqu'à 5000, ça serait génial. D'accord, alors, il ne faut pas hésiter à aller remplir le questionnaire sur le site du collectif Parents. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse du site internet ? Oui, bien sûr, c'est collectif
au singulier parents au pluriel tout collé.ch. D'accord. Et / questionnaire pour arriver directement sur le questionnaire. Exact. Donc, vous avez lancé un appel aux dons pour un nouveau site internet. Alors, première question là-dessus, quels seront les changements sur ce nouveau site internet? Le site actuel est, on va dire, un petit peu artisanal. Notre réflexion était la suivante. Ce dont nous parlons intéresse beaucoup la population, en tout cas la communauté des sympathisants, qui est assez vaste. Ce que nous souhaitons, c'est d'informer la population avec des données médicales, psychologiques et juridiques. Et il faut le faire d'une manière qui soit plaisante, qui inspire confiance. Et pour cela, on a mandaté un professionnel pour confectionner un site qui serait entièrement refondu. Donc pour nous, c'est un outil de communication. Il y aura toutes sortes de fonctionnalités, enfin toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un site internet moderne. On souhaite, pour les aspects graphiques, autant les thématiques qu'on aborde sont inquiétante et sombre, autant on ne veut pas refléter par, je dirais, les aspects graphiques et visuels, les inquiétudes que nous inspirent les sujets qu'on traite. Donc, il faut aussi être avenant, mais il faut surtout être pertinent. Donc, la pertinence, c'est les médecins, les psychologues sur lesquels, heureusement, le collectif peut compter. Pour la partie juridique, moi, je suis avocat, j'ai le brevet d'avocat, j'étais avocat au barreau pendant 20 ans, maintenant je fais du conseil, mais je me suis quand même assez profondément documenté sur les questions, notamment sur les aspects juridiques. Il y a la question de l'autorité parentale, c'est-à-dire les prérogatives, le pouvoir des parents de déterminer l'éducation, les valeurs qu'ils entendent prodiguer à leurs enfants. Et lorsque les enfants sont atteints, quand leurs intérêts moraux, spirituels et même leur intégrité physique est susceptible d'être atteinte, d'intervenir en disant, écoutez, vous êtes certes l'État, l'institution scolaire, prérogative, elle est chargée de fournir une instruction aux enfants, mais elle n'est pas censée s'occuper de leur développement personnel, leur identité de genre ou leur identité sexuelle future. Ça, c'est vraiment l'affaire des parents. Et là, il y a vraiment une lutte de pouvoir entre les parents qui sont dépositaires de l'autorité sur leurs enfants et l'institution scolaire, plus largement l'État, dont on voit bien qu'elle veut leur soustraire cette autorité. Quand je dis ça, c'est pas seulement mon avis, entre avocats, enfin, je ne veux pas dire avocats de tous les pays, mais enfin, ceux avec qui je suis en relation, c'est parfaitement clair. Donc voilà, le site internet va servir à communiquer ces informations, ces dimensions et ces encouragements adressés aux familles. Défendez vos enfants. Manifestez-vous. Si vous êtes purement passif, c'est mort. Oui, et j'aimerais ajouter que on a lancé une pétition en ligne sur notre site au mois de février qui a récolté en quelques semaines 23 000 signatures. Donc, on a quand même une certaine notoriété maintenant en Suisse romande grâce à cette pétition qu'on est allé défendre devant la commission des pétitions au Grand Conseil genevois. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on ait un site internet, qu'on ait une vitrine qui soit à la hauteur de cette notoriété qui commence à se faire. Voilà. Donc, on sollicite nos sympathisants, nos membres, tout le monde, tous les parents et tous les grands-parents qui sont sensibles à ces sujets, à nous soutenir en cette fin d'année pour pouvoir lancer le plus rapidement possible notre nouveau site internet. Alors pour soutenir le site internet du collectif parents, il vous suffit d'aller sur le site internet du collectif parents actuel sous collectifparents.ch, tout en attaché, collectif au singulier parents au pluriel.ch, et là vous trouverez simplement l'onglet nouveau site internet où vous trouverez toutes les infos et bien évidemment vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de ce podcast. Alors, Diego, dis-nous, est-ce que le budget pour ce site est bientôt bouclé? Le collectif avait certains moyens financiers. Ils ont été complétés par des donations qui ont été faites exprès pour le site, puisqu'on a signalé qu'on avait besoin du soutien de notre communauté. Il manque encore quelques milliers de francs pour qu'on boucle le budget. On a plusieurs actions en cours, on a sollicité plusieurs personnes, mais pour l'instant, on n'a pas encore bouclé le budget. Donc, on profite de cette occasion pour s'adresser aux auditeurs et aux spectateurs. N'hésitez pas, vraiment, vous ferez œuvre utile. Et si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ils auront, avec le site internet, ils auront une vitrine
et puis une expression publique. Et je crois que ce qui est important de dire aux gens aussi, c'est que tous les dons comptent. Même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, mais vous pouvez mettre que 5 francs, Ouais. c'est déjà quelque chose. C'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Ouais, tout à fait. Exactement. Parce que, vous savez, 5 francs fois 1000, au niveau individuel, ça a l'air de rien, mais comme tu viens de le dire, si en quelques jours, il y a 1000 personnes qui font le pas, avec la thune, on a réglé notre problème. Voilà, alors pensez à la thune. Je vous lance un défi. Chaque personne qui écoute ce podcast, allez sur le site collectifparents.ch et soutenez le nouveau site internet du Collectif Parents. 5 francs par personne et le problème sera réglé. Tout est facile. Alors, dernière question pour vous. Est-ce que le collectif a besoin d'autre chose pour continuer ses actions ? Oui, alors ce dont nous avons besoin aussi, c'est d'avoir un maximum de membres. C'est souvent ce que nous demandent les autorités. Combien est-ce que vous avez de membres actifs? Alors il y a à peu près 200 personnes qui se sont manifestées cet été, mais en début d'année, on va relancer les cotisations annuelles à 20 francs pour être membre actif de notre collectif. Et si on est 1000, 2000, 3000 personnes à être membres actifs, ça donne un impact fort sur nos actions. Puis, ce dont on a aussi besoin, on est sollicité je ne peux pas dire tous azimuts, mais on nous dit, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela, on pourrait se lancer dans telle ou telle démarche. Ce sont souvent de très bonnes idées, mais la main-d'œuvre manque. On est 4 ou 5 personnes qui travaillons dans le comité. On a 1 ou 2 sympathisants qui complètent le groupe. Maintenant, s'il faut commencer, par exemple, à envoyer des mails ou des courriers à des dizaines ou à des centaines de personnes, ça demande un investissement de temps. Et donc, les gens qui ont du temps pour cela, s'ils veulent nous donner un coup de main par du travail, on les accueille volontiers. D'accord. Où vous contactez pour aider le collectif Parents ? Alors, les gens peuvent nous contacter par email. Notre email est collectifparents tout attaché, donc collectif au singulier, parents au pluriel, _suisse@protonmail.com. Alors, je répète, l'adresse mail est collectifparents tout attaché, collectif au singulier, parents au pluriel, _suisse@protonmail.com. collectifparents-suisse@protonmail.com. Et le site internet collectifparents.ch, collectif toujours au singulier, parents toujours au pluriel.ch. Et on retrouve aussi le collectif Parents sur Facebook, Telegram ou Instagram, mais vous retrouverez tous les liens sur le site internet du collectif ou dans la description de ce podcast. Voilà, alors Diego, je crois que tu voulais encore rajouter quelque chose au sujet de la transition de genre. C'est un point d'actualité internationale qui concerne la question transgenre. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la fermeture de la clinique Tavistock à Londres. La clinique Tavistock à Londres était une clinique spécialisée dans les transitions de genre. Cette clinique a été fermée en juillet 2022 à titre provisoire et définitivement fermée en mars 2024 sur la base d'un rapport médical qui indiquait que les opérations de l'administration de médicaments était très dangereuse et ça a décidé les autorités anglaises de fermer cet établissement. Donc, si on veut une preuve que, 1, notre positionnement et 2, les problèmes que nous dénonçons sont réels, que les gens se rapportent à l'affaire Tavistock. Alors, c'est pas pour parler de ce que j'ai fait moi-même. J'en ai parlé dans un article que j'ai publié sur la revue Antipresse, mais si les gens veulent faire une recherche sur Internet, qu'ils mettent clinique Tavistock Londres, Tavistock, qu'ils prennent le temps, prenez 20 minutes, mesdames et messieurs, prenez 20 minutes pour vous informer sur les tenants et les aboutissants de cette affaire. Oui, et puis cette clinique a été fermée suite au rapport dont tu parles, qui est le rapport CAS, qui fait 180... il fait 350 pages, je crois. Qui vraiment, c'est une énorme analyse qui a été faite sur 4 ans, qui dénonce en fait tous les travers en fait qu'il y a à la transition de genre. Oui, c'est-à-dire vraiment les problèmes médicaux. Et puis surtout, dans notre perspective, donc on s'empresse de dire, nous, on n'a absolument aucun parti pris contre les personnes transgenres. Notre public, c'est les jeunes qu'on ne veut pas laisser entraîner dans ces processus sans protection, sans garde-fou. C'est la question
transition de genre et jeunesse. Un adulte en pleine possession de ses moyens, enfin, qui a l'exercice des droits civils, qui veut faire une transition de genre, ok, c'est pas ça, ça ne nous regarde pas. Mais des jeunes qui, dès l'âge de 13-14 ans, sont soumis à des suggestions de ce genre-là, c'est effrayant. Effrayant, en effet. Alors, Diego Bischoff et Vanessa van der Lely, je rappelle que vous êtes respectivement vice-président et présidente du collectif Parents Suisse, ACPS. Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site internet du collectif Parents à l'adresse collectifparents.ch, tout attaché, collectif au singulier, parents au pluriel, collectifparents.ch. Merci à vous d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions et merci de vous impliquer aussi lourdement pour les enfants et leurs parents. Merci beaucoup, Vincent. Avec grand Merci, plaisir hein. et à tout bientôt. À bientôt. Oui, Bisous. ça marche. She